Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Si vous aimez le rugby à 7, vous serez servi. Nous reviendrons sur la performance de l'équipe de la Principauté à l'occasion du championnat de France qui se déroulait sous forme de tournoi. Et Monaco est tout simplement vice-champion de France. Nous recevrons l'entraîneur de cette équipe toute jeune, Jérémy Ecardi. En basket, la Roca Team est sur une belle lancée. Après sa victoire en Euroleague vendredi, Monaco n'a fait qu'une bouchée de Cholet, 102-59 en championnat de France. Le résumé dans ce journal. Cette semaine, l'Opéra Garnier accueille Madame Butterfly de Puccini, un grand classique lyrique créé à la Scala de Milan au tout début du XXe siècle. Et enfin, nous retournerons à Dubaï pour la suite de notre série de reportages consacrée à la Journée nationale de Monaco qui s'y est déroulée le 13 novembre en présence des plus hautes personnalités de la Principauté. Aujourd'hui, nous aborderons les liens qu'entretient Monaco avec les expositions universelles à travers le temps. Débutons ce journal par du sport. Le Monaco Rugby 7 était à Paris ce week-end pour disputer le tournoi final de l'Inextinso Super 7 réunissant les 8 meilleures équipes de France. Et à l'issue, Monaco est devenu tout simplement vice-champion de France en rugby à 7. Et nous sommes avec l'entraîneur du Monaco Rugby 7, Jérémy Ecardi. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'accueil. Quelle est votre analyse tout simplement sur cette saison? Parce qu'il faut le rappeler, le club a vu le jour il y a 2 ans seulement. L'expérience est quand même très belle. On n'a pas gagné cette finale, mais on a quand même fait 3 finales sur 4 tournois, avec à chaque fois un turnover de joueurs. On a utilisé 28 joueurs en tout sur les 4 tournois, et à chaque fois, on a 4 entraînements de rugby pour préparer chaque tournoi, donc c'est quand même très peu. On parle du résultat justement de ce samedi avec une victoire en quart face à La Rochelle, une victoire en demi face au Racing, les tenants du titre, et enfin en finale une grosse équipe des Barbarians. C'était compliqué. Parlez-moi de cette finale. On a senti qu'ils étaient imprenables en face, je me trompe? Imprenable, je sais pas. Après, je connais bien le rugby à 7. J'ai regardé la finale 2 fois. On n'a fait que défendre pendant les 4 premières minutes. On a eu un ballon avant la fin de la première mi-temps. On a réussi à marquer. Donc, ça prouve que voilà, quand on a le ballon, c'est bien plus facile. Eux, en face, ils avaient un set de départ 100% joueurs équipe de France, donc professionnels. Ils avaient des grands sauteurs pour récupérer les coups d'envoi. Bon, voilà, je suis content d'avoir perdu contre, en tout cas, une partie de l'équipe de France. Et c'était pas facile pour cette finale, effectivement. C'est quand même une belle saison, finalement. Surtout quand, comme je l'ai dit, le club existe depuis 2 ans. On construit à chaque fois un groupe en seulement une semaine, en termes de management, de cohésion d'équipe, de staff médical, parce que bien sûr, les mecs jouent tous à 15. C'était une belle aventure. Vous avez recruté Dan Norton, il y a Cécile Africa qui est une star du rugby à 7, il a été élu meilleur joueur du monde en 2011 je crois. Comment est-ce que l'on recrute de tels joueurs? Frédéric Michala qui est quand même un beau réseau mondial. Et voilà, Cécile nous a rejoint dans l'aventure grâce à Fred. Et Harry McNuckley, ce sont des joueurs que moi-même j'ai rencontré, j'ai croisé lors de mes années de rugby à 7. Voilà, on ne s'est pas trompé sur les joueurs. Par contre, ça n'a pas suffi pour la finale. Qu'avez-vous envie de leur dire à tous ces joueurs? Déjà, un grand merci parce qu'on a utilisé 28 joueurs, il me semble, sur la totalité. Aujourd'hui, pour faire du rugby à 7, il faut vraiment s'entraîner. Ce ne sont pas les mêmes efforts qu'à 15. Je parle souvent de ce petit mot, la VIP, vitesse, intensité, précision. Pour moi, le rugby à 7, c'est vraiment la Formule 1 du rugby. Tout va très, très vite. Il faut sans cesse se remettre en question, que vous gagnez ou que vous perdez. En l'occurrence, si vous gagnez, bien sûr, c'est plus facile. C'était un one-shot cette saison? J'imagine que non, qu'il y a un projet derrière cette équipe du Monaco Rugby 7. Il faut le reconnaître, il y avait 0 joueur de Monaco, tout simplement parce que la Ligue nous interdisait l'année dernière nous interdisait de prendre des joueurs du monde amateur. Effectivement, le projet de demain, c'est d'avoir l'année prochaine quelques joueurs de Monaco. On va travailler sur une équipe développement de rugby à 7. Principalement, ça va être des joueurs qui jouent en Fédéral 3 avec le club à 15. Et pourquoi pas, dans quelques années, avoir au moins du 50-50, voire une majorité des joueurs qui jouent à 15, mais dans le club de Monaco. Écoutez, on continuera de suivre les résultats du Monaco Rugby 7 avec un grand plaisir. Merci en attendant d'avoir répondu comme ça à mes questions.
Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Voici, on change de sport. En basket, après le très beau succès vendredi soir en Euroleague, la Roca Team a signé une nouvelle démonstration face à Cholet pour la 8e journée de Betclic Elite. Résumé du match avec Yannick Debever sur des images d'Olivier Bonello. Malgré 43 points d'écart au coup de sifflet final, le début de match est poussif pour Monaco. Ce sont les Choletais qui prennent rapidement l'avantage. Yacouba Ouattara commence alors son show avec un 3 points d'abord, un énorme poster comme il en a le secret, et 2 lay-ups pour inscrire 9 points dans ce premier quart-temps. Cholet n'est pas loin et Cholet finit même devant à la fin de la première période, 25-24 grâce notamment à Dominique Artis, lui aussi auteur de 9 points. En deuxième quart-temps, Monaco inflige un 12-4 à Cholet, obligé de prendre un temps mort. Mais rien n'y fait, Monaco décolle à l'image de ce dunk de Donta Hall. Westerman à 3 points, puis Rob Gray conclut cette première mi-temps, 51-34 pour Monaco. Au retour des vestiaires, l'écart est fait. Les visiteurs ne trouvent plus de solution et Ouattara reprend du service. L'ailier signe 3 tirs longue distance consécutifs. La défense monégasque est intraitable et l'écart monte jusqu'à 34 points en faveur de la Roca Team sur ce panier de Brock Motum. 81-47 au début du 4e quart-temps. L'affaire est pliée mais la Roca Team reste sérieuse et se fait plaisir. Motum enflamme la salle Gaston Médecin et Yac, 23 points, termine son œuvre pour permettre à Monaco de dépasser les 100 points. Score final 102-57 pour les Monégasques qui signent leur plus grosse victoire de la saison avant 2 déplacements compliqués en Euroleague. On ne pouvait pas perdre ce match-là parce que c'est bien de jouer en Euroleague, mais il faut gagner aussi les matchs de B-League. Là, on a joué dur comme d'habitude. Le coach a fait des rotations et chacun a mis son pierre pour gagner. It can bring us a lot, you know. It's 2 very tough games. Maccabi and FS both away. They're tough, so it'll be a good test for us to see where we're at and hopefully we can pick up 2 wins. Et prochain rendez-vous pour la Roca Team en Euroleague, mercredi soir à 20h05 face au Maccabi Tel Aviv, à suivre en direct évidemment sur Monaco Info. Passons au point info avec vous, Crisinda Tomel, bonsoir. Un résultat plutôt bon pour Charles Leclerc lors du Grand Prix du Brésil. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Auteur d'une solide deuxième partie de saison, le pilote monégasque s'est classé 5e du Grand Prix qui se tenait à Sao Paulo au Brésil ce dimanche. Et lancé depuis la 6e place sur la grille, Charles Leclerc a parfaitement négocié son départ et a su gérer sa course et ses pneumatiques. Pour la 4e fois consécutive, Charles Leclerc a terminé dans le top 5 d'un Grand Prix, une régularité singulière dont a fait preuve le pilote de Ferrari ces dernières semaines, qui s'affirme ainsi comme le meilleur pilote derrière le fameux quatuor formé par les pilotes de Mercedes et Red Bull. Un Grand Prix remporté par Lewis Hamilton. Prochaine étape ce week-end au Qatar. Crisinda, la principauté de Monaco, était présente au Tourism Innovation Summit de Séville. Oui Fabien, la 2e édition du sommet sur l'innovation touristique qui réunissait à Séville plus de 500 congressistes s'est tenue il y a quelques jours seulement. Le thème de cette édition, la vision et le repositionnement du tourisme pour une reprise post-Covid. La principauté était bien sûr représentée. Par ailleurs, ce déplacement a également été l'occasion pour l'ambassadeur de Monaco de rencontrer les autorités de la région d'Andalousie et de la ville de Séville afin de discuter des opportunités de collaboration dans les domaines de l'économie, des nouvelles technologies, de l'éducation et de la protection de l'environnement. Et puis, avis aux voyageurs de la SNCF. Effectivement, la direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité fait annonce de plusieurs préavis de grève déposés. Donc le trafic SNCF risque d'être fortement perturbé ces prochaines semaines puisque le préavis de Sudrail débute demain à 6h et se tiendra jusqu'au dimanche 16 janvier à 20h. Et le préavis des cheminots commencera quant à lui demain, mais cette fois à 19h et ce jusqu'au jeudi 18 novembre, 8h du matin. Merci Crisinda. Premier opéra en version scénique de la saison pour l'opéra de Monte-Carlo. Madame Butterfly de Giacomo Puccini, créé à la Scala de Milan en 1904, est de retour sur la scène de la salle Garnier après plus de 10 ans d'absence. Reportage de José Sacré et Serge Prémont.
Avec Alessandra Cursac dans le rôle titre, Madame Butterfly est de retour sur la scène de l'Opéra de Monte-Carlo après 14 ans d'absence. Avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Gianpaolo Bisonti, les chœurs de l'opéra dirigés par Stefano Visconti, Madame Butterfly de Puccini nous parle aujourd'hui avec autant de force qu'il y a plus d'un siècle. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cet ouvrage de Puccini particulièrement réussi, c'est à la fois sa dimension politique, qui est multiple, plus complexe qu'on ne le pense. Bien sûr, c'est une attaque et une critique du colonialisme, mais pas simplement. Je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être encore plus sensible à toute la dimension de la critique de tout ce qui est de l'intégrisme religieux, et aussi l'intégrisme culturel, le passé, le poids des traditions par rapport à la modernité. Au-delà de cette dimension qui est exposée de façon presque tragique, il y a aussi toute une dimension dramatique, c'est-à-dire plus quotidienne, dans laquelle chacun peut s'identifier. À la fois, ces personnages portent des destins tragiques et en même temps, ce sont des personnages qui sont extrêmement humains. C'est l'histoire d'une amitié qui se brise entre deux hommes américains, mais qui ne voient pas de la même façon le colonialisme. C'est l'histoire d'une femme qui veut défendre à tout prix sa liberté et du rapport d'une femme avec son fils qu'elle élève seule. C'est extrêmement riche à la fois par ces deux versants, à la fois tragique et à la fois dramatique et très quotidien, très humain. Trois représentations de Madame Butterfly sont prévues les 16, 18 et 21 novembre. On vous retrouve Christina pour le reste de l'actualité en bref. Hilde Hey a été récompensée pour son soutien envers les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et oui, Hilde Hey, figure emblématique de l'association des femmes entrepreneurs de Monaco depuis 2004, vient d'être honorée dans la catégorie des prix entrepreneuriat par l'Alliance internationale pour les femmes. Je vous rappelle que Hilde Hey a été à l'initiative en 2008 et en 2012 de deux projets qui ont permis d'aider des jeunes femmes africaines à lancer leur entreprise dans le domaine du numérique au Sénégal. Tous unis contre le harcèlement. Cette pièce de la compagnie Florestan vient de se tenir au Théâtre des Variétés. Et oui, une pièce pour sensibiliser le plus grand nombre au harcèlement et qui s'inscrit dans le plan d'action de prévention du gouvernement princier. Au travers de plusieurs mises en situation et témoignages, cette pièce faisait la lumière sur les différents types de harcèlement qui existent et sur les conséquences qu'il entraîne. Une représentation au message fort qui a été suivie d'une table ronde qui permettait aux spectateurs de réagir et de pouvoir questionner les protagonistes du jour. Les membres du comité directeur de l'association des parents d'élèves de Monaco viennent d'être élus lors d'une assemblée générale. Effectivement, la voix des parents d'élèves de l'ensemble des établissements publics et privés de la Principauté sera à présent portée auprès des autorités gouvernementales par une nouvelle présidente. Il s'agit de Panda Gabel et de deux vice-présidentes, Raffaella Olivieri et Fiona Bruno, ainsi que par la secrétaire générale Vanessa Herbaggio et la trésorière Maria Contaldo. Suite de notre feuilleton consacré à la Journée nationale de Monaco, à l'exposition universelle de Dubaï. Nous vous avions présenté le déroulé de la première partie de cette journée rythmée avec notamment la signature d'une convention fiscale bilatérale ayant pour objet l'élimination de la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et la prévention de l'évasion et de la fraude fiscale avec les Émirats arabes unis. La deuxième partie était plus axée sur des représentations culturelles du savoir-faire monégasque. Alexandra Pani et Sylvain Péroumal vous emmènent dans les allées de l'Expo Dubaï 2020 et le rapport qu'entretient la Principauté avec les expositions universelles à travers le temps dans ce Focus Info de fin d'édition. Hymne monégasque, carabinier du prince, il souffle comme un air de rocher sur la place Al-Oisel pour la journée nationale de Monaco en ce 13 novembre. Autour du prince souverain et de sa sœur, la princesse Stéphanie, une large délégation a fait le déplacement.
Levée de drapeau et discours au programme pour marquer le début de cette journée festive. Il s'agit de la 20e journée nationale depuis l'ouverture de l'exposition Dubaï 2020. Des événements qui mettent à l'honneur le pays participant, mais cherchent également à tisser des liens avec le pays hôte. Monaco has a lot to offer. And as the UAE has set an example for the world in terms of its swift development, there is quite a bit of synergy between our two countries, which we look forward to exploring further at our expo and beyond. Créer des synergies entre les Émirats arabes unis et la principauté de Monaco, tisser des relations sur le long terme, aussi bien dans les domaines du tourisme que de l'investissement. La très grande qualité des relations de Monaco avec les Émirats arabes unis, et notamment avec la ville de Dubaï, ça représente aussi la place qu'occupe Monaco, qui est certes un petit pays, mais qui est un pays important par toutes les valeurs qui sont véhiculées et que l'on voit d'ailleurs dans ce stand en termes d'environnement, en termes culturels, de développement durable. Tout cela est très positif et montre l'importance qu'a Monaco. Le début de journée très protocolaire a laissé place à une après-midi sous le signe de la culture. Sur la scène du Jubilee Park, une troupe d'artistes acrobates du Monte Carlo Festival. Plus tard, toujours sur la même scène, c'était au tour de l'orchestre des Carabiniers du Prince, avant de refermer cette journée nationale avec une représentation des ballets de Monte Carlo au Millennium Theatre, une occasion de présenter le large éventail du paysage culturel monégasque. En un mois et demi, Dubaï 2020 annonce avoir reçu 3 500 000 visiteurs, des chiffres très satisfaisants malgré la crise sanitaire, un nombre qui fait écho au bon taux de participation sur le pavillon monégasque depuis son ouverture le 1er octobre. L'expo a démarré très fort, nous avons eu un très beau visitorat. Il y a une petite baisse la semaine dernière due on ne sait quoi, mais c'est général à l'expo, c'est l'ensemble des pavillons. Ceci dit, pour ce qui nous concerne, à ce jour, nous dépassons les 230 000 visites en un mois et demi, ce qui est totalement dans les normes espérées, dans ce que nous espérions recevoir comme visitorat. Donc je suis très satisfait du visitorat. Monaco a commencé à participer aux expositions universelles de la 5e, inaugurée à Vienne en 1873. Depuis, la principauté s'attache à y participer le plus souvent possible, que ce soit pour les expositions universelles ou spécialisées. Les premières se tiennent tous les 5 ans pour une durée de 6 mois, contre 3 mois pour les expositions internationales, qui s'inscrivent dans l'intervalle entre 2 expositions universelles. Avant Dubaï, les visiteurs ont pu découvrir pour les plus récents les pavillons de Shanghai en 2010, Milan en 2015 ou Astana encore en 2017. Presque 150 ans séparent la première participation de Monaco à l'exposition de Vienne de celle de Dubaï. Le prince souverain a lui rappelé dans son discours son tout premier souvenir d'une exposition alors qu'il n'avait que 9 ans à Montréal en 1967 avec ses parents. L'objectif de ces expositions est avant tout de diffuser sur la scène internationale l'image Monaco, les savoir-faire, innovations et thématiques clés soutenues par la principauté. Ça prouve, je crois, l'attachement de la principauté à cette plateforme unique que sont les expositions universelles ou internationales. C'est non seulement de présenter la principauté dans tous ses aspects, qu'ils soient économiques, culturels, sportifs, de l'innovation, des technologies, maintenant aussi de l'environnement, mais aussi de participer à ces échanges et à ces dialogues qui sont tellement importants entre les pays, entre différentes cultures, et de créer et de faire partie, si vous voulez, de façon pleine et entière à la communauté internationale. Des thématiques qui ont su évoluer avec le temps et les priorités accordées par Monaco. Les expositions universelles plus généralement, mais celles de Dubaï plus particulièrement, se veulent comme des lieux d'échange et de partage. La thématique de cette année étant « Connecter les esprits, construire le futur », une connexion essentielle avec les 192 pays participants de cette année. Dernier épisode demain, avec notamment la représentation de la compagnie des ballets de Monte Carlo au théâtre Millennium de l'exposition universelle. Passons à la météo. Y a-t-il une amélioration pour demain ? Mardi, le ciel sera couvert le matin malgré quelques éclaircies. Durant l'après-midi, le temps qui s'installe sera clair. La journée sera donc en partie ensoleillée. Côté température, comptez 11 degrés pour les minimales et 18 pour les maximales. Le soleil se lèvera à 7h23 et se couchera à 17h06. Mardi, nous fêterons les Marguerites. Marguerite, la sainte patronne d'Écosse.
La suite de vos programmes sur Monaco Info, mais avant cela, vos photos de fin de journal. Nous étions à Dubaï il y a quelques instants à l'occasion de la journée nationale de Monaco. Les ballets de Monte-Carlo y étaient à l'honneur. Ce sont des photos de Manuel Vitali. Nous y reviendrons également dans l'édition de demain. On se retrouve, si vous le voulez bien, mardi, 19h. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Au revoir. Go.